La traque des terroristes se poursuit en France. Les forces françaises ont lancé un assaut contre des terroristes ce matin à Saint-Denis. L'opération a fait 2 morts dans le camp des terroristes. Ici en Côte d'Ivoire, les populations de Méagui dans la région de la Nawa rencontrent d'énormes difficultés de peau d'ordures sauvages dans les quartiers. En ville, dans le campement, les planteurs de cacao peinent à acheminer leurs produits vers la ville à cause du mauvais état des routes. Abidjan accueille depuis hier mardi la 4e édition du Festival international du film des lagunes. Festilag Trècheville a abrité la cérémonie d'ouverture de ce festival. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. 5 jours après les attentats de Paris, occasionnant plus d'une centaine de morts, la traque des terroristes se poursuit en France. Les forces françaises ont lancé un assaut contre des terroristes ce matin à Saint-Denis. L'opération a fait 2 morts dans le camp des terroristes. Alexis Ouedraogo. Un peu plus de 7 heures, c'est le temps qu'aura duré l'assaut antiterroriste à Saint-Denis. Le bilan est désormais officiel, 2 morts et 7 interpellations. Tout a commencé vers 4h30 lorsque la police française lance l'assaut contre des suspects de l'attentat de Paris, retranchés dans un appartement de Saint-Denis. Plusieurs coups de feu sont entendus. Deux personnes tuées, dont une femme qui visiblement se serait fait exploser. 5 autres personnes sont placées en garde à vue, dont 3 occupants de l'appartement. Selon les sources proches de l'enquête, le présumé commanditaire de l'attentat de Paris, Abdelhamid Abaoud, l'homme le plus recherché de l'Europe, serait dans cet appartement. Abdelhamid Abaoud, l'un des visages les plus connus du djihad français, s'était plusieurs fois affiché en Syrie. Il serait parvenu pourtant à revenir en France pour y coordonner des attentats. Ce mercredi, juste après le Conseil des ministres, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, a présenté les nouvelles dispositions, à savoir le prolongement de l'état d'urgence dans le pays. Ce point devrait être discuté demain à l'Assemblée et vendredi au Sénat. Objectif, renforcer la capacité de la police à faire mieux son travail sur le terrain. Des opérations qui confirment la détermination de François Hollande à éradiquer les groupes terroristes sur le territoire français. Notons que 10 chasseurs de l'armée française ont hier soir bombardé Raqqa, bastion de l'organisation de l'État islamique en Syrie. François Hollande est attendu le 24 novembre à Washington et le 26 novembre à Moscou en vue de bâtir une coalition contre l'État islamique. Et toujours en France, sachez que l'enquête sur les tueries de Paris vendredi dernier progresse. 5 kamikazes ont été identifiés et 2 personnes sont mises en examen en Belgique pour attentats terroristes. Ici, en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, s'est prononcé hier sur l'affaire de conversations téléphoniques qui lui seraient attribuées et qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous l'écoutons. Je pense qu'en politique, tous les coups bas ne devraient pas être permis. À ce jour, nous avons pu retracer avec exactitude le lieu, les commanditaires et les apprentis sorciers qui ont joué à ce jeu dangereux. Nous savons aussi très bien que l'objectif était de s'aimer la division dans notre camp. Et moi, je refuse de jouer le jeu de la division. Ce complot ou cette cabale n'a rien à voir avec le RHDP ni le RDR. Ça n'a rien à voir avec nos proches. Nous savons qui sont ceux qui sont à la base de cette affaire. Guillaume Soro serait-il également convoqué à nouveau par la justice française dans l'affaire Michel Gbagbo? Pour le moment, personnellement, je n'ai reçu aucune convocation. Comment répondre à une convocation qui ne vous a jamais été adressée? Le président de l'Assemblée nationale s'est voulu rassurant. Son avocat suit de très près toutes ces affaires. Les prochains jours pourraient livrer d'autres surprises, a-t-il conclu. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a accordé hier mardi une série d'audiences à plusieurs délégations venues de diverses localités du pays, délégations composées de la chefferie traditionnelle d'Agboville, des cadres de Sikinsi et de la sous-préfecture de Lovidji. Michel Digré, que nous retrouvons.
Une délégation de chefs traditionnels du département d'Agboville, des cadres de l'Ovidié reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'objet de ces rencontres, témoigner leur reconnaissance à Guillaume Soro. Leurs localités ont bénéficié récemment d'actions de générosité pour le développement de leur cité. À titre d'exemple, ce véhicule de type 4x4 pour le déplacement des chefs traditionnels pour leurs activités dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale, notamment au cours de la présidentielle passée. Vous vous souviendrez que c'est une région que j'avais sillonnée. J'ai été très heureux de revoir les uns et les autres et nous avons fait le point. Et si vous regardez bien, dans ces régions, les élections se sont déroulées dans la tranquillité et le calme. Donc j'ai voulu moi-même les féliciter pour le rôle hautement important qu'ils ont pu jouer. Le bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, s'est réuni hier au siège de ce parti politique en présence de son président Aimé Konan Bédié. Le président du PDCI a félicité le chef de l'État Alassane Ouattara pour sa victoire à la présidentielle d'octobre dernier. Aimé Konan Bédié a par ailleurs appelé tous les militants du PDCI, RDA et de la coalition du Rassemblement des Oufouettistes à la cohésion. 3 semaines après la victoire du candidat du Rassemblement des Oufouettistes RHDP à la présidentielle d'octobre, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'un des partis de la coalition, fait le point. Au centre de cette victoire, un homme, Henri Konan Bédié, l'auteur de l'appel de Daoukro, la clé du succès du RHDP. Il rentre dans l'auditorium de la maison du PDCI sous un tonnerre d'applaudissements. Le secrétaire exécutif du parti prend la parole et loue le mérite du président du PDCI. Monsieur le Président, nous voulons avec toute la solennité qui sienne, face au bureau politique du PDCI-RDA, vous saluer pour votre implication personnelle dans la réussite de la réélection du président Alassane Ouattara. Mais quand Henri Konan Bédié prend la parole à son tour, c'est pour féliciter le candidat unique du RHDP, le président réélu. Je félicite notre candidat, le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Je le félicite pour cette victoire, une victoire comme nous l'avions souhaité, totale, sans embâche, écrasante. Et sans bavure. Visiblement enjoué par la présence des membres du bureau politique, rieur, Bédié se veut rassembleur et annonce son implication personnelle dans une campagne de sensibilisation en faveur du parti unifié. Pour lui, la porte du parti n'a jamais été fermée aux frondeurs, des positions auxquelles adhèrent les membres du bureau politique. Le résultat qu'on a eu nous conforte de ce que cet appel de Daoukro a été un des éléments déclencheurs de la victoire éclatante du candidat du RHDP. Autant le président Bédié est satisfait, nous sommes tous satisfaits du résultat auquel nous sommes parvenus. Je suis très heureux pour les résultats et la conclusion de ce bureau politique qui a réaffirmé le soutien total d'un premier temps au président Konan Bédié pour sa grande vision d'homme d'État, mais également pour son soutien à son jeune frère, le président Alassane Ouattara. D'un deuxième temps, c'est l'engagement du bureau politique aux côtés du président Konan Bédié pour accompagner efficacement le président Alassane Ouattara pour réussir son deuxième mandat. Expression d'un attachement indéfectible aux idéaux du parti qui, selon son président, tire 3 leçons de la présidentielle. La toute première est l'unité démontrée au sein du parti. Les 2 autres leçons sont la pratique de la démocratie et le constat du nombre trop élevé de bulletins nuls. Et c'était un reportage de Gabriel Zani. La direction générale de l'administration du territoire a reçu un appui en matériel informatique d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA. Le don est de l'ONUSIA Boussanogo. Ce sont au total 10 ordinateurs, 2 portables,
10 imprimantes, 10 onduleurs et 12 antivirus de protection d'une valeur de 12 millions de francs CFA, offerts par l'ONUCI à la Direction générale de l'administration du territoire et des autorités préfectorales des régions du Sud Comoé et du Grand Pont. Le matériel réceptionné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, vise à contribuer à rendre opérationnelle à la fois la cellule de diagnostic et d'analyse prospective de conflits de la Direction générale de l'administration du territoire et celle de consolidation des données régionales et départementales relatives aux conflits. Merci d'abord pour la contribution globale de l'ONU dans son accompagnement de la Côte d'Ivoire depuis la sortie de crise. Ensuite, dans le cadre de la consolidation de la paix et la consolidation de la normalisation. Je veux vous assurer en tout cas de notre disponibilité à être partie prenante de cela, parce que la paix est une construction de longue haleine et elle est une construction de tous les instants. Il faut continuer à travailler pour consolider la cohésion sociale, pour consolider l'échange entre les membres de la classe politique. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre sa collaboration avec la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous adresser toutes mes félicitations et par votre entremise, mes félicitations à la Direction générale de l'administration du territoire et à tout le personnel préfectoral sur le terrain pour l'accompagnement irréprochable qui a entouré le processus électoral. Ces outils permettront d'exploiter plus facilement les rapports des préfectures, des sous-préfectures et donc de déterminer les suites à donner le cas échéant pour promouvoir la paix entre les communautés. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet de mise en œuvre des mécanismes et instruments d'analyse, de prévention de conflits et de gestion communautaire. Un grave accident de la circulation s'est produit hier. Un camion a fait une sortie de route sur un pont au-dessus de l'autoroute du Nord. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais le conducteur et son assistant sont grièvement blessés. Ami Sissoko. Un camion qui fait une chute d'environ 5 mètres. À son bord, le chauffeur et son apprenti grièvement blessés. Cet accident est survenu ce matin aux environs de 11h15. En provenance d'Adjamé, le camion a défoncé les barres de sécurité sur l'échangeur avant de se retrouver sur l'autoroute du Nord, non loin de la forêt du Banco. J'étais arrêté, j'attendais un camion pour partir au garage. Quand on est dans la même société là, je l'ai vu venir, j'ai dit à monter à lui. Au moment de parler, je n'ai plus vu le camion. En même temps, j'ai attendu le bruit. Les 2 blessés ont été évacués par les sapeurs-pompiers à l'hôpital militaire d'Abidjan, Achma. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 6000 accidents qui sont enregistrés chaque année selon l'Office de la sécurité routière, OSER. Une fondation œuvrant dans l'humanitaire vient de renforcer le plateau technique du service de diabétologie du CHU de Treichville. Le coût de l'équipement médical remis est estimé à plus de 14 millions de francs CFA. Grâce Kando. Le diabète se caractérise par un taux de sucre trop élevé dans le sang, une hyperglycémie liée à un mauvais fonctionnement du pancréas. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence avoisine les 5%. Cette maladie constitue donc un véritable problème de santé publique. Il faut nous préparer à lutter contre cette maladie, à d'abord faire la prévention, je dis la prévention préprimaire. Si vous avez un parent diabétique, il faut prendre des précautions parce que vous êtes susceptible de devenir diabétique. Pour réduire ce taux, une fondation œuvrant dans l'humanitaire vole au secours du service de diabétologie du CHU de Treichville. Ce service vient d'être doté d'un plateau technique de qualité en vue d'une meilleure prise en charge des diabétiques. Un don estimé à environ 15 millions de francs CFA. Ce don que nous venons de faire rentre dans la ligne droite de nos actions de santé qui est d'accompagner les structures nécessiteuses dans le besoin pour accompagner les populations. Ce don vient donc renforcer les capacités opérationnelles pour une meilleure prise en charge, n'est-ce pas, donc des malades du diabète, en tout cas de l'unité de diabétologie. Donc nous ne pouvons qu'être très heureux. Non dépisté ou mal contrôlé, le diabète détériore le fonctionnement des organes vitaux
et entraîne de graves problèmes de santé, la cécité, l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires et conduit souvent à l'amputation d'un des membres du diabétique. Et nous allons rester dans le domaine de la santé. La stratégie de réorganisation des services de santé rurale et urbaine est en cours d'expérimentation dans le district sanitaire de Korogo. Korogo, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Le centre de santé rural de Kafioka et 3 centres de santé urbains servent de formation sanitaire pilote pour la réalisation de cette importante activité. Chaltatou, RTI Boaké. 5 structures de santé dans le district sanitaire de Korogo expérimentent la réorganisation des services de santé rurale et des services à base communautaire. Il s'agit du centre de santé rurale de Kafiokar, des centres de santé urbaine de Napié, Diembe, Koko et de Petit Paris. L'initiative vient du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Une stratégie pour l'accroissement de la disponibilité et de l'accessibilité à ces formations sanitaires. Elle consiste donc à amener les populations à s'approprier les mesures pour le bon fonctionnement de leur centre de santé. Cette stratégie en cours dans le district sanitaire de Korogo est le résultat d'une expérience dans 68 structures de 13 districts sanitaires du pays avec l'appui de l'UNFPE. Pour la propreté de leurs différentes formations sanitaires, les populations de Korogo ont décidé d'effectuer une opération d'assainissement par mois. Le dernier cas connu d'Ebola, une petite fille de 3 semaines dans la mer, âgée de 25 ans, avait succombé à la fièvre hémorragique à Conakry, a été déclaré guéri. Alors si aucun cas n'est signalé d'ici fin décembre, la fin de l'épidémie pourra être déclarée en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Alexis Ouedraogo. Elle était le dernier cas connu d'Ebola. Nubia, nouveau-née de 21 jours, vient d'être dépistée négative par l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières en Guinée. C'est un tout petit bébé qui fait que 2,7 kg pour le moment. On a encore des traitements à finir pour être sûr qu'il ne va pas mourir d'autre chose que de Ebola. C'est le seul bébé qu'on connaît de toute la littérature et de toute l'histoire qui a survécu encore et qui est devenu négatif dans ces tests. Quand les gens se déplacent en taxi ou des choses comme ça, c'est pour ça qu'il y a les 42 jours. C'est une sécurité supplémentaire pour s'assurer qu'on n'a pas raté des choses. La petite Nubia, dont la mère a succombé au virus après l'avoir mise au monde le 27 octobre dernier, était soignée au centre de traitement d'Ebola de Médecins sans frontières à Conakry. Pour les organismes sanitaires internationaux, la fin de l'épidémie pourrait être déclarée dans le pays. À la mi-octobre, la mère et 2 de ses enfants avaient été testés positifs au virus Ebola près de la frontière de la Sierra Leone, dernier foyer actif de la transmission dans le pays. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, a fait plus de 11 300 morts sur 29 000 cas recensés. Elle est toute autre chose. À présent, la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire était hier face à la presse dans les locaux de l'institution. Il a été question du dernier sommet sur l'immigration à la Valette et de la COP 21. Serge Collier. Renforcer le dialogue avec la presse et l'inviter à relayer les résolutions du dernier sommet de la Valette à Malte sur l'immigration, aborder des questions relatives aux attentes de la COP 21 qui se tiendra dans la capitale française. Tel était l'objectif du chef de la section politique de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire à l'occasion de ce déjeuner de presse. Pour nous, c'est très important, les contacts avec la presse. Vous savez qu'on est très attaché à une presse vivante, dynamique, comme on peut le voir d'ailleurs ici. L'Union européenne travaille en étroite collaboration avec le gouvernement ivoirien. Il s'agit de redonner à la Côte d'Ivoire son rôle de pôle régional de stabilité et de croissance. C'est pourquoi l'institution a renouvelé son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire à travers un nouveau partenariat pour l'émergence à l'horizon 2020. Les Ivoiriens veulent aller. Ils ont la volonté d'aller vers l'émergence et dans ce cas-là, nous serons bien entendu prêts à les accompagner. Nous souhaitons contribuer à encourager avec nos moyens d'appui
l'émergence souhaitée par les Ivoiriens. Rappelons qu'un fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique a été mis en place. À hauteur d'1,8 milliard d'euros, ce fonds servira, entre autres, à prévenir le trafic de migrants et la traite des êtres humains et lutter contre ces phénomènes à travers la création d'emplois dans les pays africains. Le conseil municipal de Mont est à la tâche pour le développement de cette localité. Plusieurs réalisations de ce conseil ont été présentées aux populations, écoles primaires publiques, commissariat de police, la traînée publique, coût des ouvrages, plus de 113 millions de francs CFA. F. Boué. À Zadeple, un village de la commune de Mont, les enfants sont obligés de parcourir au moins 3 km pour aller à l'école la plus proche, celle du village de Gbeple. Septembre 2014, par la volonté de la communauté villageoise et des enseignants, l'école primaire publique de Zadeple ouvre ses portes avec ce bâtiment précaire. Novembre 2015, le maire et son conseil municipal soulagent le village, honorant ainsi une promesse de campagne. Un bâtiment neuf de 3 classes avec un bureau pour le directeur d'un coût de 25 millions de francs CFA. Si on ouvre les autres classes, on aura besoin de 3 autres enseignants. En attendant donc la livraison du second bâtiment de l'EPP de Zadeple, les habitants du village de Bigouin peuvent aussi remercier le conseil municipal. En effet, ce village de la commune est désenclavé grâce à ce pont d'un coût de 22 500 000 francs CFA. C'était très difficile à traverser. On s'est débrouillé, on arrive, on éteint et puis on pousse, on passe. Mais maintenant, depuis le maire est arrivé, ça va. Un autre domaine que le maire a aussi touché pour le bien-être des Manois, la sécurité. Un nouveau commissariat de police pour le quartier de Grand Bapleu et alentour. Coût de l'ouvrage, 50 millions de francs CFA, ce qui porte à 3 le nombre des commissariats de la ville. Soucieux du bien-être de nos populations, notre conseil municipal a offert de grands chantiers qui s'articulent autour de l'éducation, les infrastructures économiques, la santé, et la sécurité. Des réalisations qui, à n'en point douter, feront certainement tache d'huile dans le quotidien des habitants de Mont. Comme ici, la construction des latrines à la place de la paix, lieu par excellence où se déroule la quasi-totalité des manifestations et activités de tout genre à Mont. Autre grand titre de cette édition, les populations de Méadji dans la région de la Nawa, environ 60 km de Soubré, rencontrent d'énormes difficultés de dépôt d'ordures sauvages dans des quartiers, manque de caniveaux en ville bien sûr. À cela s'ajoutent les difficultés des planteurs de cacao qui peinent à acheminer leurs produits des champs vers la ville à cause du mauvais état des routes. Koné Pargasoro. Zakaria est couturier depuis le 2006 à Zamanambabogo, un quartier de Méagui, ville située à plus de 70 km de San Pedro. À 5 mètres de son atelier, ce dépôt d'ordures sauvages. C'est ici que les habitants du quartier déversent au quotidien des ordures ménagères. Un environnement insalubre, difficilement supportable. Souvent même on tombe malade, on fait au moins une semaine à la maison. On ne peut pas arriver au travail. Souvent même les enfants, les apprentis fuient pour me laisser dans l'atelier. L'odeur, c'est très toxique à côté de nous. Vraiment, on n'arrive pas à faire quelque chose. Problème d'ordures, mais également manque de caniveaux. Les eaux usées ruissellent de partout dans les rues et ruelles des quartiers de Méagui. Aucune fosse septique. Une situation qui favorise de nombreuses maladies infectieuses, selon le médecin-chef du centre de santé urbain de cette localité. C'est un constat amer. Il n'y a pas de fosse septique, tout et tout. Donc, généralement, l'eau usée ruisselle. Ce qui fait que les gens sont souvent sujets à beaucoup de maladies infectieuses, dont la fièvre typhoïde, dont la diarrhée. Les planteurs de cacao ne sont pas mieux lotis pour acheminer leurs produits des champs à la ville. Que de difficultés à l'image de ces camions bennes qui malheureusement n'ont pas eu de chance à cause du mauvais état de la route. Le conseil Café Cacao a eu à faire quelques pistes, mais actuellement vraiment on a des difficultés encore de pistes. Avec la saison des pluies, ce n'est pas du tout facile. Les routes secondaires sont impraticables et c'est le cacao qui fait vraiment vivre la région de Méagui. C'est notre première activité ici. Donc on souhaite que le maire entreprenne des démarches auprès des autorités compétentes pour le reprofilage de ces voies. Pour le maire de la commune de Méagui, ces problèmes trouveront des solutions. Il exhorte planteurs et populations à la patience. Depuis une dizaine, 15, 20 ans, il n'y a pas de machine qui passe sur ces voies. Mais ces voies sont donc dégradées.
Depuis l'année dernière et cette année, quelques voies ont été reprofilées et avec des rechargements lourds. Nous pensons qu'à un moment donné, c'est-à-dire les jours à venir, les mois à venir, peut-être que l'État pensera à nous. À Miyagi, en plus des difficultés déjà énumérées, la commune, selon son premier responsable, souffre également de problèmes d'eau potable, de voirie et certains quartiers ne bénéficient pas d'électricité. L'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité à Naré a signé une convention de collaboration avec la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire et l'Union fédérale des consommateurs. Objectif, faire respecter l'équilibre entre les intérêts de l'État, de la compagnie ivoirienne d'électricité et des consommateurs. Nous retrouvons une fois de plus Koné Pargasoro. Désormais, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et l'Union des consommateurs de Côte d'Ivoire collaboreront avec l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité à Naré. Pour matérialiser cette collaboration, une convention est signée entre la Naré et ses partenaires dans le but de faire respecter l'équilibre entre les intérêts de l'État, de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, et des consommateurs. Pour Hippolyte Ebanitier, directeur général de l'ANARE, ce partenariat marque la volonté de sa structure d'œuvrer à l'émergence d'un consommateur nouveau connaissant ses droits et devoirs et jouant lui-même le rôle des régulateurs là où il réside. Rapprocher l'ANARE des consommateurs, une initiative bien appréciée par les nouveaux partenaires du régulateur du secteur de l'électricité. Avec cet accord, je pense que l'ANARE sera partout en Côte d'Ivoire. Et votre volonté, notre volonté sera traduite de manière fidèle sur le terrain. En associant les consommateurs à vos activités, vous démontrez clairement que la lutte pour une meilleure protection des consommateurs de l'électricité ne saurait reposer sur le seul régulateur. Chaque entité a sa partition à jouer. C'est un pari sur l'avenir qui est à notre portée. Cette signature de convention a été suivie d'une visite des locaux du point d'accueil du consommateur d'électricité Parcelle, service chargé de recueillir les plaintes. Les représentants de la communauté baoulée de la sous-préfecture centrale de Gagno ont été reçus par le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakou Dikawe, au centre de la rencontre, la cohésion sociale entre les communautés vivant dans la région. Thérèse Tapeyoboué. La rencontre qui a eu lieu à la maison du PDCI de Gagnois a permis à la délégation de la communauté baoulée d'exprimer sa gratitude à Maurice Kakou Dikawe pour son attachement à toutes ses activités de développement dans la région. Toute chose qui fait de lui aujourd'hui un artisan de la cohésion sociale qui règne entre les autochtones Bété et les communautés baoulées de Gagnois. D'ailleurs, selon Yao Kounan, le bureau de la chefferie traditionnelle baoulée investi récemment et dirigé par Nana Yao Kofi va raffermir davantage la cohésion et l'entente entre les deux communautés. Maurice Kakou Dikawe a pour sa part promis la réhabilitation des 10 pompes hydrauliques dans 10 campements baoulés. Également promis une grande rencontre entre les communautés baoulées des 90 campements de la sous-préfecture et les autochtones autour du thème de la cohésion sociale et du développement. Profitant de son passage à Gagnois, Maurice Kakou Dikawe a procédé à la remise d'un équipement audiovisuel au bureau local de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Il s'agit de permettre aux chefs traditionnels de s'ouvrir sur le monde extérieur. Nous vous le disions dans nos titres, Abidjan accueille depuis hier mardi la 4e édition du Festival international du film des lagunes, Festilag. Trècheville a abrité la cérémonie d'ouverture de ce festival qui va refermer ses portes le 21 novembre prochain. Serge Collier. Trècheville, quartier Apollo, il est 20h30 ce mardi 17 novembre. Le décor des salles de projection est planté. Le clap d'ouverture de la 4e édition du Festilag, le Festival international du film des lagunes, peut être donné. Naki Sissavané et ses invités descendent de la limousine spécialement réservée aux hôtes de marque du Festilag. Lorsque le cinéma sort des salles pour s'inviter dans les rues, c'est tout simplement à des fins promotionnelles. Notre peuple a soif de sa culture, notre peuple a soif d'images. Voilà, donc pour que la jeunesse puisse se construire, il faut qu'il y ait des modèles, il faut qu'il y ait des images pour eux.
Le Festilag n'a pas assez de soutien, comme on peut le constater par l'absence d'un représentant du ministère de la Culture et de la Francophonie, notamment l'ONACCI, l'Office national du cinéma. Qu'est-ce qui explique cela? Il va falloir poser la question. Il faut que nos autorités sachent que ce travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas que pour nous, c'est pour notre peuple. Malgré les difficultés, Nakissi Savané veut continuer dans son combat pour relancer l'industrie du cinéma. Une relance qui passe nécessairement par un retour du public dans les salles de cinéma. La 4e édition du Festival international du film des Lagunes se tient du 17 au 21 novembre dans les villes de Grand Bassam et Abidjan. Plusieurs activités sont prévues, notamment une table ronde des femmes et une marche pour commémorer la marche des femmes du Grand Bassam. Le Festilag s'achèvera par une cérémonie de remise de prix aux réalisateurs africains. Un sport football pour terminer cette édition. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se jouer en Russie en 2018. Ils ont battu les Libériens 3-0. Kati Touré. Rigueur et efficacité résument bien la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire face au Libéria. Retour gagnant pour Sio Giovanni et belle aventure pour Séri Jean-Michel qui concrétise des actions bien menées sur l'ensemble de la rencontre et appuyées par le capitaine Gervinho et Doumbia Seydou. La Côte d'Ivoire, bien joué, il faut frapper. Le doublé de Sio Giovanni. 3-0, un match rassurant qui montre une sélection ivoirienne désireuse de passer cette étape des éliminatoires du mondial russe. Bon point pour le sélectionneur Michel Dussuyer. La Côte d'Ivoire et les 19 autres pays qualifiés animeront la 3e et dernière étape en phase de poule. Bravo messieurs, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.